Merci beaucoup. Alors on va passer à un sujet qui est très proche du sujet de la méritocratie et le bonapartisme. Alors en premier lieu, je voudrais vous demander votre indulgence, puisque j'ai dû être opéré d'urgence de façon chirurgicale des dents ce matin. Donc vous n'avez pas mon plus beau profil, je suis encore très enflé, et j'ai la moitié du visage paralysé par l'anesthésie, je suis désolé. Alors, le bonapartisme aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a de plus actuel, très honnêtement? Soyons clairs, il n'y a pas plus actuel que le bonapartisme. Entre les statues de Napoléon qu'on déboulonne, Éric Zemmour qui fait des scores incroyables, on est dans un monde de plus en plus bonapartiste. Donc c'est extraordinairement actuel en termes d'actualité. Le bonapartisme, alors pourquoi le bonapartisme? Pourquoi est-ce que d'un seul coup l'appel au peuple? Ce parti s'est réveillé en mai 2021, donc par respect pour la mémoire de l'empereur le 4 mai et pas le 5 mai, puisque vous le savez, on est dans l'année bicentenaire de la mort de Napoléon Ier. Donc il est mort le 5 mai. Donc par respect pour sa mémoire, nous avons réveillé l'appel au peuple le 4 mai. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, comme tout, c'est le fruit d'une histoire. Bien sûr, le premier consul, l'empereur, Napoléon III, qui posent tous les deux les fameuses masses de granit de la France moderne, et surtout les masses sociales, qu'on oublie, puisque Napoléon III est tout de même à l'origine de toutes les avancées sociales du monde dans lequel on vit, que ce soit le droit de grève, l'école gratuite et obligatoire pour les enfants, que ce soit la sécurité sociale, tout ça c'est Napoléon III. On l'oublie, la République se l'est appropriée de bonne guerre, mais c'est Napoléon III. Alors qu'est-ce que c'est que le bonapartisme? C'est d'abord un rassemblement de personnes qui ont cette conviction profonde, que aussi arrogant que ça puisse paraître, la France est tout simplement la plus belle réalisation de l'esprit humain, et que sa plus magnifique illustration sont nos deux empires. Pour tout ce qu'ils ont apporté en termes de modernisation, en termes de progrès humain et social dans le monde, aussi critiqués, et admettons critiquables, mais de mon point de vue ne le sont pas, que ce soit l'apothéose de cette réalisation superbe qu'est la France. Pour nous, ce sont les deux empires qui héritent évidemment des 52 rois de la Révolution et de la République. Ça a été modernisé par le gaullisme et par le Conseil national de la Révolution, et donc il y a un nouvel épisode, un nouveau moment très important du bonapartisme, qui est évidemment le gaullisme. Entre-temps, le bonapartisme a joué un rôle de la Troisième République à 1939 très important dans les débats français, puisque le bonapartisme, c'est tout simplement, vous le savez, la volonté de maintenir un État national, donc souverain, un exécutif fort, très fort, avec un vrai respect, c'est-à-dire que l'état de droit est maintenu et respecté sur la totalité du territoire national, et que me disait superbement le général de Richouf, si une cité nous échappe, on a tout perdu. Donc ça, c'est vraiment très bonapartiste. Je salue tout à fait, je m'approprie, enfin je qualifie de bonapartiste cette réflexion du général de Richouf. J'espère qu'il aura la bonté de m'en excuser. En 1939, le parti bonapartiste a été mis en veille par le prince Napoléon. À l'époque, le parti bonapartiste était strictement dynastique. L'objectif était de remettre en place la famille Bonaparte. Le prince Napoléon met le parti bonapartiste en veille en 1939, tout simplement pour qu'il ne soit pas instrumentalisé par Adolf Hitler. C'est aussi simple que ça. Et Adolf Hitler, qui lui-même en 1940 fait revenir les cendres de l'Aiglon. Donc Adolf Hitler avait très très largement l'intention de manipuler le sentiment, la veine, l'ADN bonapartiste des Français. Cet ADN qui continue à se ressentir très largement en France. En 1990, une association qui s'appelle France puis Rassemblement Bonapartiste naît, de Thierry Chauffat et David Saforcada. On a malheureusement perdu, Thierry Chauffat nous a quittés, il est décédé cette année, ça a été une grande peine pour nous, mais ils ont réveillé l'appel au peuple. François Harry, on est le secrétaire général, il est là. François, tu m'interromps et tu me corriges si je dis des bêtises. Et moi, je suis un membre d'honneur. Je ne suis pas membre du bureau politique, mais je suis évidemment un bonapartiste acharné. Alors, qu'est-ce que c'est que le bonapartisme? Une fois qu'on a dit qu'on voulait un État centralisé, fort et souverain, c'est surtout un État qui se valide en permanence par l'appel au peuple, d'où le nom du parti, l'appel au peuple, c'est-à-dire le référendum. On appelait ça le plébiscite à une époque, maintenant c'est le référendum. Pourquoi l'appel au peuple? Parce que le bonapartisme a comme fondation de sa légitimité le peuple, pas la bourgeoisie. C'est la grande différence entre le bonapartisme et l'orléanisme. Le macronisme est un orléanisme pur et dur. Le macronisme est strictement orléanisme. Orléanisme, c'est le rassemblement des bourgeoisies du centre. Le bonapartisme est très 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 populaire. Aujourd'hui, l'appel au peuple, le parti de l'appel au peuple, a des élus dans les campagnes, dans les petits villages. On avait un sénateur, il ne s'est pas représenté. Mais nous, on est vraiment dans les campagnes et dans les villages. Donc c'est un parti qui est un parti vraiment d'essence
d'essence paysanne et ouvrière. Tout simplement parce que l'empereur s'est toujours méfié de la fiabilité des choix politiques de la bourgeoisie, qui en fait avait plutôt tendance à défendre ses intérêts et à voter en fonction de la défense de ses intérêts, et pas en fonction de la défense de l'intérêt général, qui n'allait pas forcément dans le sens de ses intérêts à elle. Donc pourquoi cette souveraineté populaire est tellement mise en avant par Napoléon Bonaparte, et là on revient par Napoléon III, par De Gaulle, on revient au sujet de la méritocratie de Madame Calmels, c'est tout simplement parce que avec cette consultation populaire régulière, vous vous garantissez des élites politiques, mais des élites techniques, des élites administratives qui soient au service de l'intérêt général. Pourquoi ? Parce que si elles ne le sont pas, elles sont virées par le référendum. Donc elles seront au service de l'intérêt général. Si vous avez une élection tous les 5 ans, comme c'est le cas aujourd'hui, et ensuite pendant 5 ans vous avez simplement le droit de vous taire, pour le dire poliment, c'est la fête, ils font ce qu'ils veulent. Donc on est évidemment dans cette fameuse situation qui a été qualifiée presque ad libidum de trahison des élites. Mais peut-on leur en vouloir ? À partir du moment où on dit, voilà, les gars, c'est bon, vous êtes les meilleurs, on est des idiots, surtout, ne nous demandez pas, et quand on a donné une mauvaise réponse, corrigez-nous. Évidemment, le référendum de 2005, vous aviez compris l'allusion sur Maastricht, sur Maastricht, sur la Constitution européenne, l'anesthésie toujours, donc là, si vous voulez, on peut finalement pas tellement leur en vouloir. Donc il faut mettre en place un système, et c'est devenu très à la mode, les Gilets jaunes l'ont relancé, là. Les Gilets jaunes ont un fond assez bonapartiste populaire, c'est-à-dire gaulliste de gauche, avec une volonté d'avoir le plus possible de rappel à l'ordre par la volonté populaire. Et ça se fait par référendum, ça se fait sur le modèle ou suisse ou napoléonien, ça c'est à voir. Et donc qu'est-ce que c'est que le bonapartisme aujourd'hui ? Pour l'appel au peuple, c'est tout simplement une nation souveraine pour une république solidaire, puisque l'appel au peuple n'est pas un parti bonapartiste dynastique, ça c'est important de l'avoir en tête. L'objectif de l'appel au peuple n'est pas de remettre sur le trône un prince Napoléon, l'objectif de l'appel au peuple c'est de rappeler, pour le moment s'il n'y a pas de candidat au présidentiel, c'est d'être observateur et participant à la dynamique présidentielle. Évidemment, nous observons, nous écoutons très attentivement le candidat Zemmour, puisqu'il est officiellement déclaré comme candidat bonapartiste, donc pour nous c'est très sympathique de voir Zemmour se déclarer comme bonapartiste. Énormément d'éléments de bilan de Zemmour, nous les partageons avec lui, mais comme tout le monde. Je pense que le bon sens simplement partage le bilan de Zemmour. Ensuite, après, sur les solutions qu'il veut apporter, c'est pas encore tout à fait clair, donc on attend de voir s'il y a un programme avant de pouvoir dire si nous soutiendrons l'un ou l'autre ou personne, puisque nous sommes, nous, les gardiens du bonapartisme historique. Donc tout le monde se réclame aujourd'hui du bonapartisme. Là, vous avez l'appel au peuple, qui est le parti historique dans lequel vous avez le prince Murat. Donc il y a un temple du bonapartisme, en quelque sorte, c'est là que ça se passe. Et ça n'interdit à personne de se réclamer du bonapartisme, mais nous sommes, nous, légitimes à dire non, pas complètement. Notamment sur cette histoire de prénom, par exemple, il pourrait y avoir des choses qui peuvent se revoir quand même largement. En revanche, bien sûr, nous partageons très largement le constat. Donc, évidemment, sur cette histoire de méritocratie et d'élite, la méritocratie, la France, tous les pays ont besoin d'élite. Donc, tous ces sorciers et sorcières de l'extrême gauche, puisque c'est une phrase qu'aimait bien Sandrine Rousseau, les sorcières, ils préfèrent les sorcières aux ingénieurs, que les sorcières restent entre sorcières. Nous, on a besoin d'élite, on a besoin d'ingénieurs, justement. Et il faut pouvoir les former, il faut les former correctement. Or, le grand drame, et là, l'appel au peuple a des propositions qui sont beaucoup plus détaillées dans le programme que vous trouverez sur appelauPeuple.fr, tout simplement, sur la défense, la sécurité, la justice, l'éducation, la santé, et notamment alors, dans le domaine de l'éducation, c'est évidemment la fin du collège unique, c'est la fin du pédagogisme ou du pédagogisme, comme l'appelle très bien Barbara Lefebvre, qui a détruit l'école. Enfin, qu'est-ce que c'est que cette folie ? C'est pas l'enfant qui devient apprenant et qui doit apprendre aux profs, on est chez les fous, enfin, c'est de l'inversion complète de réalité. Le résultat, si vous voulez, c'est que notre élite, et ça c'est un vrai problème, c'est qu'on avait les plus beaux cerveaux. La France produisait parmi les plus beaux cerveaux au monde, ils avaient une tendance à partir très rapidement à l'étranger, puisqu'ils pouvaient travailler dans de meilleures conditions, gagner plus d'argent, etc., parce qu'ils perdaient en patriotisme, donc ils perdaient ce qui est une chose qu'il faut retravailler, il faut refaire du français qui aime la France, mais néanmoins on fabriquait quand même du très très beau cerveau. Les cerveaux qu'on fabrique sont de moins en moins beaux, parce que tout simplement la base d'éducation est de moins en moins bonne, parce que même nos grandes écoles commencent à devenir de moins en moins valables. Donc là, il faut évidemment un retour à la compétition, il faut un retour à l'excellence, il faut un retour
notes, il faut une revalorisation des filières techniques, artisanales, il faut une revalorisation de l'apprentissage, la mort du collège unique, bien sûr, le retour à un vrai baccalauréat qui soit en fait une propédeutique. Enfin, il faut évidemment tout ça. Donc, sur la défense, l'appel au peuple ne veut pas 2, mais 3% de PIB comme budget de la défense. Évidemment, un deuxième, parce qu'il y en aura sans doute un troisième, un quatrième après. Sous-marin, pardon. Porte-avions. Parce que sous-marin, on en a déjà quelques-uns, mais il doit y en avoir 2-3 qu'on peut finir, qu'on n'avait pas donné à l'Australie, on peut peut-être les garder pour nous. Et en tous les cas, il nous faudrait au moins un deuxième porte-avions, il nous faudrait beaucoup plus d'hommes engagés dans nos armées. Ce serait une bonne chose, mais le général de Richouf et le général Francard qui sont là sont beaucoup plus à même que moi de discuter de tout ça. Sur l'éducation, j'en ai parlé. Le grand projet un des grands leviers de croissance sur lequel travaille l'appel au peuple, on n'est pas les seuls, hein, même Mélenchon en parlait. C'est évidemment le projet de France sur mer, c'est-à-dire les ressources halieutiques, puisque la France a le premier domaine sous-maritime mondial et le deuxième domaine maritime mondial. Donc là, ça semble quand même très sous-exploité. La France est quand même un pays formidable. Vous avez une carte d'identité, vous pouvez faire le tour du monde en avion avec votre carte d'identité sans jamais quitter la France. C'est le seul pays au monde où c'est comme ça. Donc c'est le seul pays sur lequel le soleil ne se couche jamais. Donc on a finalement, dans un espèce de coup de pied de l'âne, battu l'Angleterre là-dessus. Mais finalement, pour vous dire en fait le bonapartisme, qu'est-ce que c'est ? Dans une campagne qui est un petit peu sortie du triangle carcéral qui était, comme le disait très justement Patrick Buisson, de la réduction ad pecuniam de l'électeur, c'est-à-dire le croissance, chômage, pouvoir d'achat, ça devenait un petit peu électeur. L'homme a besoin d'autre chose que ça, a besoin de plus que ça pour se nourrir. Effectivement, là, on en sort. C'est plus tout à fait le sujet central des débats de la campagne. Ça va peut-être y revenir, mais aujourd'hui, c'est plutôt identité, sécurité, civilisation. Donc il y a un autre triangle, carcéral ou pas, à voir. En tous les cas, il a changé. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, mais il en manque toujours un, c'est celui de l'estime de soi. Donc la construction de soi. Donc comment est-ce qu'on se vit dans son environnement et comment est-ce qu'on se construit ? On se construit dans un projet auquel on adhère, qui vous donne envie, qui vous donne envie d'adhérer, c'est-à-dire forcément la grandeur de la France, évidemment, c'est très logique. Et donc le bonapartisme, avant d'être un parti politique, c'est vraiment une attitude. Et vous avez les bonapartistes de gauche, vous avez les bonapartistes de droite, vous avez les bonapartistes d'extrême gauche et vous avez les bonapartistes d'extrême droite. Ça ne pose absolument aucun problème à partir du moment où ils ont le sens de l'honneur, du courage, du panache et cette volonté de recréer la grandeur de la France. Et il y en a à gauche, pas à l'extrême gauche, ça c'est une certitude, mais il y a à gauche des gens qui veulent la grandeur de la France, des gens comme Régis Debray, comme Marcel Gauchet, comme Jean-Claude Michéa, qui pensent un petit peu comme ça, qui sont détestés d'ailleurs par leur entourage, mais qui ont ce courage-là. Vous avez même Michel Onfray qui est à gauche, qui a des... Donc voilà, volonté de grandeur et cette idée de participer à un projet qui vous grandit, qui vous dépasse, et qui vous rassemble, c'est ça le bonapartisme. Donc là, je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais, c'est important qu'il y ait un temple du bonapartisme qui se soit réédifié en France, puisque tout le monde s'en réclame. Donc nous sommes un petit peu les gardiens de la...